Chaque seconde compte pour ceux qui sont encore dans l'eau. En me tournant, je vois des feux de navires non loin, de l'autre côté de l'épave. Je pense tout de suite à des bateaux venant à notre secours. Cela me stimule. Distinguant à peine les quelques survivants dans l'obscurité, je leur crie aussitôt. Venez vers l'arrière du bateau, on peut vous aider à monter par là. Venez vers l'arrière. Courage, des bateaux viennent à notre secours, venez tous vers l'arrière. Certains m'ont entendu et s'y rendent sans attendre. Mais ceux qui ont grimpé contre la coque hésitent avant de se remettre à l'eau. Je répète mes appels plusieurs fois en longeant le côté où tous se trouvent et en criant le plus fort possible. Je vérifie qu'ils ont tous entendu et redescends à l'arrière où les premiers attendent. Les premiers à sortir se reposent quelques secondes et reviennent m'aider à hisser les autres. Une chaîne de solidarité se forme, des mains se serrent, des cris se jettent, des vies se sauvent. Je regarde chacun des naufragés quand il sort de l'eau. Chaque visage est empreint de reconnaissance vers ses mains qui se sont tendues vers lui. De tels moments sont rares qui nous donnent l'espoir que l'homme ne se déshumanise pas entièrement. Mais jusqu'où faut-il aller pour voir cela? Faut-il réellement vivre de telles catastrophes? Faut-il que ce soit dans le drame que la beauté humaine apparaisse? D'autres survivants arrivent encore. Sans doute étaient-ils accrochés à quelque objet flottant et nous ont-ils entendu crier de loin. Nous mettons longtemps à tous les hisser près de nous. Au fur et à mesure que les nouveaux arrivent, ils vont s'asseoir et s'étendent plus haut sur la coque, épuisés. Certains se mettent spontanément à l'écart, accusant le choc du naufrage et préservant dans la solitude le douloureux souvenir de leurs disparus. Une seule femme est parmi nous, et elle est enceinte. Elle est physiquement résistante, comme toutes les autres rescapés. Certains sont blessés légèrement. L'un d'entre nous a une profonde entaille à l'épaule, mais elle ne saigne pas et a l'air propre. Malgré son silence et sa discrétion, on voit bien qu'il souffre. D'autres sont blessés plus légèrement. J'ai moi-même des coupures aux mains, quelques éraflures sur le flanc et dans le dos, et une douleur aux côtes, sans doute une fêlure, mais rien de sérieux. Les lumières de la côte semblent mouvantes. Je demande aux autres ce qu'ils en pensent. Pour eux, ce sont des pirogues. Pendant un moment, je continue de croire que c'est la côte que l'on voit. Si c'était des pirogues, elles approcheraient. Les pêcheurs auraient forcément vu le naufrage et viendraient nous secourir. Mais à force de les examiner, je comprends mon erreur. Effectivement, elles oscillent. Ce sont certainement des pirogues de pêche. Leurs feux se superposant parfois, il est difficile de les compter. Une bonne vingtaine en tout cas. Ces pêcheurs ont vu le Jola se retourner et vont évidemment venir nous chercher. On va bientôt nous sortir de là. Un léger vent souffle encore, mais sans parvenir à nous donner froid. Peu de regards et de paroles sont échangés. Pour tous les rescapés, c'est l'existence entière qui est bouleversée, et ce sont les premiers instants où notre esprit peut s'en rendre compte. Mon regard s'est fixé comme celui des autres sur les lumières des bateaux, mais je ne les vois toujours pas s'approcher. Depuis combien de temps sommes-nous sur la coque? Un quart d'heure, une demi-heure à peine. Le Jola a dû se retourner vers 23 heures. 1 heure et demie sans qu'aucun de ces bateaux de pêche ne s'approche, c'est quand même anormal. Pour l'instant, je ne veux pas me mêler aux autres. Je ne peux pas parler, ni rien entendre. Je veux juste rester avec Coco. Je ne pourrais pas supporter d'être pris dans une conversation. Alors je reste debout à regarder la mer, à fouiller dans le noir à l'endroit où elle a disparu, à essayer de croire au miracle.
Les bateaux vont arriver, nous allons bientôt être sauvés, et Coco n'est pas là. Il suffisait d'une petite demi-heure de plus. Je recule encore le moment d'aller avec les autres, comme s'il s'agissait d'une trahison, un abandon. Dès que je serai avec eux, je serai dépossédé de mon rêve de miracle. Je quitterai la présence de Coco. Elle sortira de ma vie et entrera dans mon souvenir. Je ne sais plus dans quel monde je suis. Tout à l'heure, j'étais vivant chez les morts, à me battre contre notre sort, par simple réflexe, et à présent, nous semblons sauvés, mais je ne veux pas l'être. Je veux retourner avec Coco. Des années après le naufrage, je me rends compte que je ne suis toujours pas totalement revenu. À ce moment du récit, ma vie déchirée m'est devenue étrangère. Et par la suite, l'abandon dont nous avons fait l'objet ne m'a pas permis de renouer entièrement avec elle. Je demeure loin des vivants, ne pouvant plus me reconnaître en eux. Je ne regarde plus rien d'autre que cette histoire, de peur d'en casser le fil. Finalement, je compte notre petit groupe. 17. 17 seulement. D'après les repères que j'ai pris, le Jola ne s'enfonce que lentement. Il reste stable et tangue légèrement dans la houle, provoquant ces chocs que l'on entend sans cesse se répercuter dans la coque. Il paraît pouvoir rester longtemps comme cela, et nous aussi. Les feux des pirogues brillent sur notre droite, certaines se déplacent, mais aucune ne vient par ici. Pourquoi ne sont-ils pas venus dès qu'ils ont pu, après que le bateau se soit retourné? Ils auraient sauvé beaucoup de monde. Maintenant, nous ne sommes plus qu'une poignée. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour venir? Je vois bien que d'autres causent sur ce sujet. Je m'arrête près d'eux et les interroge. À votre avis, pourquoi ne viennent-ils pas? Plusieurs réponses sont émises, se contredisant parfois. Dans le noir, ils ne peuvent pas voir que l'épave flotte encore. Mais ils l'ont bien vu se retourner, ils devraient y chercher des survivants. Ils nous croient morts. Ils ont peut-être peur. De quoi? Peut-être qu'ils ont peur qu'il y ait trop de monde à prendre à bord et de chavirer. Nous sommes peu nombreux et pourrions tous tenir facilement dans une seule pirogue. Mais eux ne le savent pas, ils ne peuvent pas nous voir. Et comme aucune réponse ne satisfait, la question est de nouveau posée, comme une rengaine. Mais pourquoi ne viennent-ils pas? Nous n'osons pas les accuser de nous abandonner, nous cherchons une autre explication. Nous ne pouvons pas imaginer qu'ils nous laissent sans secours, c'est impossible. On ne peut pas abandonner des naufragés, ça ne se peut pas. Aucun marin ne ferait ça. Ils doivent avoir pris contact par radio avec le secours à terre et attendent de savoir ce qu'il faut faire. Un SOS aura déjà été envoyé par les officiers du Jola juste avant le retournement. Et pourtant rien n'est encore venu. Pourquoi? Savent-ils seulement quoi faire? Peut-être qu'ils préparent quelque chose ensemble. Les secours vont venir, c'est sûr. Une conversation porte sur le nombre de victimes. Chacun d'entre nous étant frappé par le petit nombre que nous sommes. Combien penses-tu qu'il y avait de passagers? Je constate que c'est à moi que cette question est posée en premier. Et comme je n'ai pas de réponse précise à formuler, je réponds en hésitant. Au moins 500 personnes. Oh, plus, s'écrie mon voisin. Oui, beaucoup plus, répond un autre. Combien alors? Au moins 700, dit quelqu'un. Plus, sûrement plus encore. Dans les 850, estime un autre. Personne ne pouvait imaginer que nous étions plus du double. 4 fois ma propre estimation. Personne, sauf peut-être ceux qui les firent monter.
On ne pourra jamais oublier ça, dis-je comme pour moi-même. Non, il ne faut pas oublier. Mais cette affirmation donne un coup pâteux dans la bouche, car nous avons l'impression d'avoir été nous-mêmes oubliés, effacés de la mémoire des vivants. Le mauvais temps s'est calmé depuis longtemps. Nous sommes à quelques kilomètres de la côte et des bateaux de pêche sont déjà là. Ils nous ont vus. Et malgré cela, ils ne viennent pas. L'un d'entre nous va parfois voir ceux qui sont encore dans l'eau vers l'avant et les interpelle pour qu'ils nous rejoignent. Il doit insister plusieurs fois pour qu'enfin ils se décident à nous rejoindre. Nous descendons pour les aider à monter et constatons rapidement qu'être restés 2 heures de plus que nous dans l'eau les a beaucoup affaiblis. Leur fatigue les rend inertes et lourds, et ils sont plus gras et glissants que nous tout à l'heure. Aussi avons-nous beaucoup de difficultés à les hisser. Heureusement pour eux, le bateau s'est un peu enfoncé et ils ne sont pas obligés de sauter aussi haut. Nous sommes à présent 22 sur l'épave. Alors, pourquoi ne viennent-ils toujours pas ?